Je pense qu'il faut du coup faciliter le travail de l'agriculteur, donc de par l'entraide. Faciliter l'accès au foncier, mais peut-être justement qu'il y ait des gens qui s'occupent un peu de recenser tout ce qui est disponible. Mutualiser par exemple la communication sur le secteur. Par exemple prendre des stagiaires, parce que nous il y a quelques-uns qui sont au CFPPA là, qui ne trouvent pas de stage en apiculture. Des politiques de préservation du foncier agricole, il en a été question. Et puis surtout du revenu pour les agriculteurs. Des champs, des surfaces énormes qui sont réservées à la construction de maisons neuves et je pense que c'est quand même un problème. Se mettre à essayer de réveiller une préoccupation, une culture du paysage. Fédérer auprès des politiques. Parce que si on ne fait rien auprès de ces gens-là, ils ne viendront jamais sur le terrain. Nous sommes solidaires en tant que clients vis-à-vis de notre producteur, à savoir que chaque année, nous lui prêtons de l'argent pour qu'il puisse investir et améliorer son exploitation. J'entends beaucoup qu'il faut que les politiques s'engagent et en fait, moi je me dis que les politiques ils vont bouger si nous, en tant que citoyens, qu'on soit producteurs ou consommateurs, de toute façon quand on est producteur, on est consommateur, on prend vraiment conscience de l'impact de nos choix d'achat. Et que quand on consomme local, on vit dans un espace et on y reste et on participe à une économie globale et ça évite que tout s'en aille, les postes, les écoles, les hôpitaux. Supprimer les constructions sur les terres irrigables. Simplifier les démarches et documents administratifs. On a une invasion de punaises qui arrive toujours en fin d'été. En fin d'été, oui. plutôt. Ouais. Tu as une solution, toi? Il faut les repérer et puis les cueillir, je dirais. Les terres, moi, c'est mes parents qui les avaient, ils avaient un petit bout de terre. Et ça fait des années que ce terrain il est à l'abandon, quoi. Paysans et paysages, un événement co-organisé par deux organismes, la Fondation du Prieuré de Marsevolle, qui nous accueille aujourd'hui. Moi, je suis Anaïs, salariée à Terre Vivante. Nous avons l'idée donc de pouvoir mélanger plusieurs réseaux autour de l'installation agricole et autour du projet agroécologique du Prieuré de Marsevolle. On démarre ce matin par des visites de terrain. Joachim et moi, on va partir dans ce sens là-bas pour présenter le projet d'agroécologie de la Fondation du Prieuré de Marsevolle. Et puis de l'autre côté, Noémie et moi-même, Anaïs, on va vous inviter à une balade de ce côté-ci, avec un premier petit stop ici, pour mieux connaître notre association qui travaille sur l'installation agricole. Et surtout, on va écouter des témoignages de paysans et paysannes qui ont fait l'aventure de s'installer. J'ai eu la chance d'être accueilli par un apiculteur qui m'a appris le métier, qui après m'a proposé de reprendre son activité parce qu'il partait à la retraite. Et puis au final non, c'était dans le Gard. Et on est venu ici pour le travail de ma chérie. Terre Vivante, moi, m'a aidé à préciser un petit peu mon projet, sachant que je connaissais rien d'ici parce que je suis des Alpes. Et une grosse aide pour la compta tous les ans et un peu l'administratif, quoi. L'objectif, en fait, c'est de se détacher du processus, d'installation purement administratif pour mettre au cœur du projet le porteur de projet, son projet de vie, son projet de production, son projet de territoire. C'est la 4e saison, là, ça se passe bien. J'envisage de m'installer. C'était prévu pour cette année et puis j'ai eu des soucis de foncier. Donc ce sera pour l'année prochaine éventuellement. Pour cela, on s'appuie maintenant évidemment sur des financements publics parce que les collectivités vous perçoivent un intérêt à ce type de développement-là et surtout sur le réseau des paysans du territoire qui sont intéressés par cette démarche-là. Donc la première année, j'avais 50 ruches moi, donc j'ai fait ma petite découverte, donc c'est pour ça l'installation progressive, je ne connaissais pas le département. J'ai fait un peu de pollinisation en bas, j'ai tâtonné, j'ai cherché des emplacements. Et après, progressivement, je suis passé à 110, 140. Là, j'ai 170 ruches. Typiquement, c'est de l'installation progressive, c'est des projets à petite échelle, un investissement donc du coup progressif aussi, donc très faible au démarrage. Mais ici, on a quand même une diversité entre la montagne à 2000 mètres et puis la plaine à 0, où on a tout, quoi. Vers Casse-Fabre, il y a la bruyère blanche. Ici, il y a le garrigue, et puis après, on monte, il y a l'acacia dans la vallée de la Tête. Et puis après, il y a le rhododendron, le châtaignier dans le Val-Espire et puis à Sournia.
Oui, alors pardon, je fais vite. Comme apparemment il y a une hausse il y a plus de gens, de producteurs, donc j'imagine de production, l'écoulement suit. En France, on produit 10 000 tonnes de miel et on en consomme 40 000. D'accord. Bon. Voilà. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Et franchement, on ne se bat pas, hein, on est copains. Aujourd'hui, on a le cas des apiculteurs qui se sont mis ensemble pour avoir un projet collectif. Mais de plus en plus, on voit des projets collectifs entre différentes productions. Ou par exemple, il y a un maraîcher qui va s'associer avec un éleveur de cochons ou un éleveur, et comme ça, il récupère le fumier. Il y a une partie des parcelles en rotation qui produisent du fourrage pour l'élevage, etc., etc. C'est une notion qui n'existe pas, sauf si on décide de l'inventer. Le territoire existe. Le paysage, il faut qu'une civilisation l'invente. Hein. Les Chinois l'ont inventé au VIe siècle. Nous, au XIVe. On a la chance que depuis 2000, il y a une convention européenne du paysage qui dit « partie de territoire tel que perçu par les populations ». Donc c'est ni la campagne ni la ville, on le voit. Hein, mais ce n'est pas un territoire, sinon on aurait dit partie de territoire. Le site de Marcevol est vraiment apprécié pour son paysage, donc on a cette attention à garder ça de manière harmonieuse, quoi. Donc ici, vous voyez, on a remplacé certains arbres par des gojis qu'on teste aussi, qui ont bien produit déjà cette année, en première année, et qui va permettre de garder en fait cette ouverture là-bas avec le village. C'est pour ça aussi que l'agroforesterie était pertinente, parce qu'elle permet d'avoir une densité, ici un verger entier que d'arbres, ça aurait quand même vraiment fermé le paysage, et ça aurait vraiment gâché un petit peu ces angles de vue. Tel que perçu, les perceptions, et j'ai beaucoup aimé la balade ce matin où l'un de la fondation a dit mais là on a mis moins d'arbres parce qu'on avait une relation visuelle entre le prieuré, le village, etc. Donc on a les perceptions visuelles, sensibles notamment visuelles. Une chose qui a aussi assez concordé, c'est donc l'orientation des lignes, puisqu'en agroforesterie le mieux c'est quand même d'être nord-sud pour bénéficier au max justement du soleil, notamment pour les plantes aromatiques. Et du coup on a aussi un peu une assise, on le verra de plus loin, hein, du prieuré dans ce sens, qui regarde aussi le Canigou, qui structure un peu le paysage dans ce sens plein sud, quoi. Mais si on veut être un projet de paysage, il faut la partie de territoire, celui qu'on voit là, avec ses structures paysagères, l'approche sensible, perception, et les populations, c'est-à-dire nos différences et nos cultures. On était habitué à une prairie, et puis là on a alterné des couleurs, les textures, les formes, avec les engrais verts étaient assez impressionnants, parce que ça y est, il y avait des céréales hautes comme ça dans ce champ, et très, très claires, donc très vertes, vert clair. Et puis ensuite la floraison du thym, donc toute cette parcelle est devenue violette, et puis en avril toute jaune, avec l'hélicryse. Donc on va avoir comme ça une succession de couleurs aussi qui est assez intéressante. Et quand on aura les amandiers en fleurs en février, il va y avoir vraiment un relais de blanc, mauve, jaune, en fait, sur toute la saison. Si vous ne le mettez pas dans le plan d'urbanisme comme un point de vue, un lieu de perception, comme vous l'avez fait ici avec vos amandiers, parce qu'on y tient, si vous ne mettez pas dans le PLU qu'entre les deux maisons, celle de droite et celle de gauche, il faut maintenir une hauteur de moins 2x, eh bien, un jour, vous avez un permis de construire, personne ne le voit, et puis on bouche cet axe de vue. Donc les perceptions font partie du projet de paysage, et quand vous travaillez sur un morceau de territoire et des documents d'urbanisme, il faut faire un inventaire de toutes ces perceptions auxquelles on tient. On redessine un projet de vie idéal de l'après-pétrole, puisque la première image, là, avec toutes les enseignes que vous connaissez, c'est le paysage du pétrole pas cher, la généralisation de la voiture, le commerce bien, qui fait qu'on habite à Roubaix ou à Perpignan ou à Avignon, on a les mêmes entrées de ville, donc on ne sait plus où on habite, quoi. C'est la question de l'identité aussi qui nous est posée à travers la question du paysage. On a mis en place ce qu'on appelle un observatoire photographique du paysage, qui est fait parfois à des grandes échelles. Hein. Le parc naturel régional des Pyrénées-Catalanes en a mis un à l'échelle de son territoire. Nous, on a fait un modèle réduit autour du prieuré. Donc on a identifié 9 points de vue qui sont stables, et donc avec un angle de vue aussi de prise de photo stable. Et on passe comme ça une fois par saison. Donc on a 4 prises de photos par an, donc de ces 9 points. Et comme ça nous permet d'avoir un suivi, aussi du coup un support pédagogique pour toutes les classes, les étudiants qu'on accueille,
pour discuter de l'évolution du paysage. Et si on est sur la première couche, la morphologie de ce morceau de territoire, la morphologie qui est dans le paysage, comment un nouvel équipement photovoltaïque, une centrale, peut ou pas envoyer le bulle et tout raser, ou venir se caler sur une géométrie d'un parcellaire qui a été bâti sur la logique de l'eau. Les agriculteurs, ils savaient très bien par où passer l'eau et par où, où il fallait la faire passer pour pas que toute la terre parte à chaque orage. Voilà, donc c'est une science d'expérimentation pendant 10 000 ans. Voilà, donc se caler sur cette géométrie, c'est un des principes sur la transition énergétique. La plaine de Vinça, c'est une plaine qui est irriguée depuis 1300. Les rois d'Aragon avaient fait construire tout un réseau d'irrigation en fait. Ce réseau est toujours existant, mal entretenu malheureusement, donc c'est assez difficile l'hiver d'avoir l'eau pour arroser. On manque de quelqu'un ou d'une association qui devrait venir entretenir les canaux. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs qu'il faut faire disparaître les canaux. Il est très important de conserver surtout le canal de Boer qui irriguait tout le bassin de Prades. L'eau c'est vital et du coup c'est vrai que souvent on retrouve des problèmes d'eau assez récurrents dans les installations agricoles. Oui, au début j'ai commencé avec une cuve de 1000 litres. Le canal était très loin, il m'est même arrivé d'aller chercher de l'eau à Eous, la vanne pour les agriculteurs là. Et maintenant on a un grand bassin pour stocker l'eau, un bassin de 100 mètres cubes. Sur les 100 fermes qu'on a accompagnées, puisqu'aujourd'hui on fête aussi les 100 fermes, 70 projets ont été accompagnés par l'ERDI. Voilà, donc ils font un microcrédit à taux zéro, sous les fonds du Conseil général et du Conseil régional. Pour ce qui est de l'aspect accès au foncier, on essaie de s'appuyer un peu plus sur la Confédération paysanne, ou donc le réseau des paysans et la SAFER de plus en plus. On commence à avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis de la SAFER et donc du coup ils nous ouvrent un peu plus l'accès à leur potentialité foncière. Et ensuite, pour ce qui est du financement, on a développé effectivement un savoir-faire et des relations avec certains partenaires pour financer ce type de projet. Donc on a été aidé pendant 3 ans par la Fondation de France et la Fondation Carasso sur un appel à projet agriculture, écosystème, alimentation et par le programme Leader donc, du Galter Roman. Donc la région Occitanie et puis l'Europe. Ce qu'on finance au Prieuré de Marsevolle, c'est les aspects recherche, c'est les aspects expérimentation, c'est les aspects éducation. C'est pas le salaire des agriculteurs qui vont travailler, c'est pas une aide à l'installation. Et aucune fondation ne peut accorder des aides à l'installation comme la DGA ou ces autres dispositifs. C'est vraiment des cadres très particuliers quand on est dans des expérimentations et qu'on est dans des systèmes qui essayent d'aller vers qu'est-ce que ça produit en termes d'intérêt général. Voilà, c'était la petite précision. Mais c'est pour ça que du côté de l'intérêt général, ici, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a subventionné cette expérimentation. Alors là, le café installation que vous organisez, je trouve qu'il est vraiment super parce que ça réunit des gens qui veulent s'installer et des gens qui sont déjà installés. Donc on peut beaucoup échanger, se rencontrer, découvrir les gens qui sont dans la même phase que nous, ou des gens qui sont déjà bien avancés, qui peuvent donner des conseils. Et pas se sentir seul quoi. Les connaissances en comptabilité, parce qu'on a des comptabilités un peu particulières selon les exploitations. Et il y a des petites nuances, donc il y en a un qui sait comment on fait ça, l'autre il sait comment on fait ça. Il y a un partage de savoir. C'est ça, et d'expérience. Et puis je pense qu'il y a une conscience écologique qui est en train de se développer. Les gens veulent soutenir une agriculture paysanne et acheter des plants bio. Mais ce sont surtout des agriculteurs ou plutôt des particuliers? Alors moi j'ai commencé surtout à fournir les particuliers. Et maintenant, les agriculteurs me font confiance, on peut dire, parce que j'ai de plus en plus de commandes de maraîchers. On a ce pôle de la micro-entreprise, de la petite ferme, qui, encore une fois, pourrait apparaître aux marges, mais qui, de mon point de vue, représente sur le plan culturel, sur le plan paysager, sur le plan environnemental, sur le plan de l'innovation, un vrai pôle émergent.
sur 700-800 kg de thym et entre 2,5 tonnes et 3 tonnes d'hélicryse. Voilà. Après, l'hélicryse, une fois distillée, ça a donné 2 litres d'hélicryse. Une reconquête du paysage. La problématique, effectivement, c'est sur un parcellaire morcelé comme ça, donc des parcelles magnifiques entourées de petits murets, etc. Retrouver l'activité adaptée à ce parcellaire et surtout à ce climat, à ce terroir, qui va permettre une valorisation, disons, acceptable, économiquement acceptable. C'est intéressant aussi d'attirer les insectes évidemment sur un potager pour la pollinisation. Donc on a fait des bandes enherbées et peut-être augmenter la diversité grâce à toutes les fleurs du coup qu'on augmente, quoi. Et après donc on fait un suivi des sols aussi annuel. Donc là on prend des bouts de sol et on analyse 2 choses, c'est la structure du sol, comment il se désagrège, est-ce qu'il est meuble, est-ce qu'il est complètement compacté, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce qu'il y a des traces d'animaux, et puis on compte les vers de terre. Dans les choses qu'on peut travailler pour favoriser l'installation agricole, c'est aussi de favoriser les débouchés. Et ça passe par les circuits de vente. Donc on a ici sur le territoire du Conflent une Biocoop qui s'active pour ça, avec ses propres limites aussi et sa propre réalité de volume de vente. Et on a aussi le marché de Prades du mardi. Il faut qu'il y ait une volonté aussi dans l'organisation des marchés de favoriser ces producteurs locaux pour dynamiser tout ça. Je suis sur l'exploitation familiale qui a été créée en 89, c'est mes parents qui l'ont créée. Donc en 2014, ma mère a pris la retraite, donc j'ai racheté ses parts de l'exploitation. Et du coup là, je travaille avec mon père. J'ai connu ce pays où, avant la néo-ruralité, où il n'y avait quasiment aucun fromage de production locale. Il restait fromager de Montalba et quasiment rien. Donc chaque fois, je me demande comment ce peuple de consommateurs s'est créé là en 3 décennies. Il y a quand même 50 ans ou 60 ans, il n'y avait pas la même organisation. C'était des gens qui avaient des terrains. Je pense, ils avaient des terrains, ils avaient leur production, leur coopérative où ils apportaient le lait et ça s'arrêtait là. Et puis les terres se sont perdues. Et petit à petit, les terres ont perdu de leur valeur et d'autres personnes, on appelle ça souvent les 68 arts, faites ce que vous voulez, sont revenus. Les néo-ruraux. Les néo-ruraux, allez. Mais oui, mais moi, mon question, c'est qui mange du fromage au point d'arriver à recréer une branche entière. Mais les néo-ruraux. Les habitants, Et au demeurant, vous n'avez pas une visée de vous développer, là, c'est bon, vous êtes au bon... Non, parce que se développer, ça impliquerait de travailler plus, d'agrandir les bâtiments. Donc il faut quand même avoir une vie de famille et avoir une vie tout court. Puis on se sent pas seul, on se dit qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes aussi, qui ont rencontré le même problème et qui les ont surmontés. Voilà, on a trouvé cette solution. Aujourd'hui, nous avons mis en place un dispositif qui permet justement à des candidats à l'installation qui sont hors cadre familial, qui ont donc même parfois plus de 40 ans, d'avoir accès à de la formation, une aide à l'installation, la possibilité aussi de travailler dans une ferme pendant 1 an en vue de la transmission. Nous avons mis en place ce dispositif parce que nous sommes bien conscients aujourd'hui que la transmission des fermes ne pourra pas se faire forcément aux enfants d'agriculteurs. Je suis installée depuis ce printemps comme éleveuse d'ânesse bio sur la commune de Céré dans le Val-Espire. Alors mon projet il s'articule autour de la production de lait, la transformation de ce lait en savon par saponification à froid et l'embellissement du paysage avec la valorisation des friches périurbaines notamment. Voilà, alors j'avais des contraintes à l'installation, forcément, puisque pareil j'avais très peu de ressources et pas de foncier. Mais les ânes étant très adaptés à la végétation méditerranéenne, je me suis dit que comme on avait beaucoup de friches dans notre département, il y avait quelque chose qui pouvait se faire. Donc l'idée c'est d'obtenir des mises à disposition à titre gratuit pour le moment en échange de l'entretien
Peut-être qu'ensuite ce sera rémunéré, ce serait l'idéal. Nous sommes une région qui convertit énormément d'agriculteurs à l'agriculture biologique. Il y a eu des conversions très importantes. On avait plafonné les aides, d'abord pas plafonnées, après plafonné à 30 000 €, maintenant à 15 000 €. Et malgré tout, ça ne s'arrête pas. Parce qu'on pourrait dire oui, ils sont opportunistes, parce qu'ils vont avoir des aides, tout ça. Non, non, les conversions ont continué. Et là encore, c'est important pour moi de préciser que tous ceux et toutes celles et tous ceux que vous accompagnez, en général, ils ne rentrent pas dans les dispositifs habituels qui existent éventuellement avec la Chambre d'agriculture ou d'autres types d'accompagnement. Donc c'est vraiment complémentaire et donc c'est presque, j'allais dire, une deuxième chance ou en tout cas une chance en plus. J'espère qu'il y aura encore de nombreux porteurs de projets qui pourront être accompagnés comme je l'ai été. Voilà. Pour ces 10 ans, pour cet accueil ici, bravo et très très bon anniversaire. Profitez-en bien. Comment on met en place une politique de rétribution, je ne dis pas de subvention, de rétribution des richesses environnementales que produisent ces agricultures agroécologiques, qui produisent une richesse qui n'est pas marchande, mais qui est un bien public. Et comme c'est une production de richesse, elle doit accéder à une rétribution. Et donc on voit émerger, et pas seulement en France, et ça c'est intéressant parce que ça donne de l'espoir, on commence à voir émerger dans plusieurs pays européens l'idée d'une rétribution du service environnemental rendu par des agricultures respectueuses de l'environnement, respectueuses de l'emploi, mais c'est un basculement de la définition des politiques publiques. C'est pas fait, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas militer pour que ça advienne. Est-ce que vous êtes tous prêts à participer? Ben, ça, c'est pas évident. Hein?